Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la solution du travail 4. Ok. Voilà, donc je vais y aller quand même assez rapidement. Euh, donc le travail 4, la première question c'était, vous aviez un système comme ça, composé de 4 particules, et on connaissait toutes les distances, hein, c'était d'ailleurs réécrit sur le schéma. Fait qu'on connaissait la distance là, entre toutes les particules, donc 10 cm ici, 30 cm là. On connaissait la charge hein, de chacune de nos particules. Fait qu'il y avait des particules positives et des particules qui étaient négatives. Toutes les charges c'était 3 microcoulombs. Certaines étaient positives, certaines étaient négatives. Okay. La première question, c'était de calculer c'est quoi l'énergie potentielle électrique de ce système composé de 4 particules. Okay. Donc ça, c'est l'équation de la section 2.1. Okay. Ce qui permet de calculer l'énergie potentielle électrique quand vous avez deux particules. Donc c'est la constante K de Coulomb fois la multiplication des deux charges électriques, Q1 fois Q2, divisé par la distance R qui sépare chacune de nos deux particules. Ça, c'est si vous voulez calculer l'énergie potentielle électrique entre deux particules uniquement. Si vous voulez calculer l'énergie potentielle électrique d'un système de particules, ben, il faut calculer ça ici. Okay, donc la somme de toutes les paires de particules. Okay, une façon de l'écrire avec une espèce de boucle comme ça, une espèce de série. Là. Mais à quoi ça correspond, c'est que dans le fond, vous regardez toutes les combinaisons possibles des particules les unes avec les autres. Ça revient à additionner l'énergie qui est calculée pour chacune des paires de particules dans votre système. Donc, si vous avez 4 particules, A, B, C, D, ben, une façon d'écrire, ce serait ça comme ça. Donc, faire la liste de toutes les combinaisons possibles. Donc, ce serait l'énergie de A avec B, plus l'énergie de A avec C, plus l'énergie de A avec D, plus l'énergie de B avec C, B avec D, et finalement C avec D. Okay, donc, il y a 6 termes à calculer. Et si on regarde le schéma ici, c'est peut-être un petit peu plus évident de le faire avec des paires de particules. Fait qu'on voit qu'il y a comme 4 paires de particules qui vont être tout le temps, là, par exemple, ces deux particules-là. Okay, après ça, ces deux particules-là, ces deux particules-là, et finalement, ces deux particules-là. Ici, ça fait 4 paires de particules qui sont identiques. Il va en avoir là, une autre paire de particules qui va être A avec D, et finalement une dernière paire de particules qui va être B avec C. Fait que, bref, vous avez 6 termes à calculer. Ça pourrait être long si tous les termes étaient différents les uns des autres, mais quand on regarde le schéma, on voit par les symétries là, de la situation, il y a 4 termes qui sont égaux. Hein. Le terme UAB, là, qui serait le terme là, qui a l'énergie potentielle électrique entre la particule A et la particule B, on peut calculer ce terme-là une fois. On sait que ça va être exactement la même chose pour les 3 autres, donc on peut juste dire que c'est 4 fois ce terme-là. Et là, les deux autres termes, eux, ils vont être différents. Là, le terme qui est entre A et D, on va les calculer séparément, puis l'énergie qui est entre B et C, on va les calculer séparément. Mais ça revient à ça. Okay. Et si on l'écrit algébriquement, à quoi ça correspond? Ben, on se fie là-dessus. On sait que l'énergie potentielle de deux particules, c'est KQ1, Q2 sur R. Fait que, mettons, la particule entre A et B, on a K fois QA fois QB sur la distance qu'il y a entre les deux, que j'ai appelé D ici. Okay. Donc D, il suffisait de calculer l'hypoténuse, c'est un triangle rectangle. Donc la base c'est 5 cm, la hauteur c'est 15 cm, hein, la moitié des distances qui nous sont données ici. Donc, fait qu'on peut les calculer facilement comme ça, en mètres. Okay. Fait qu'on a notre distance ici. Pour le terme d'énergie entre A et D, ben c'est KQA fois QD sur la distance qui sépare les deux, donc 0,3 mètres. Et finalement, le terme ici entre B et C, donc KQB, QC sur 0,1 mètre. Okay. Et quand on additionnait tout ça ensemble, ça donnait là, une énergie potentielle électrique de moins 0,969 joules. Donc c'était la bonne réponse là, du numéro A. Okay. Donc ça c'est un calcul. La question numéro B, je vous demandais comparativement à la valeur calculée en A, si on inversait le signe des 4 charges électriques dans le losange, l'énergie potentielle électrique du système serait comment? Est-ce que ça resterait pareil? Est-ce que ça changerait de signe ou est-ce que ça changerait de valeur complètement? Ben, en fait, si toutes les charges étaient inversées, la réponse est que ça changerait absolument rien. Ça resterait exactement la même énergie potentielle. Okay. Pourquoi? Parce que regardez qu'est-ce que vous avez. Okay. Vous avez pas, si c'était comme une addition de termes, puis que là, les chiffres changent, là, oui, les signes, là, ça changerait de signe. Okay? Mais ici, c'est toutes des multiplications que vous avez. Fait que regardez qu'est-ce que vous avez ici. Le terme, là, QA fois QB, c'était une charge positive avec une charge négative. Donc, ce terme-là, là, ça a donné quelque chose de négatif.
dans votre énergie. Même si on inversait les charges, si au lieu que L soit plus, L soit moins, si on faisait le contraire, la multiplication des deux donnerait quand même quelque chose de négatif. Fait que ce terme-là, il va rester négatif, peu importe si on inverse les charges ou non. Le terme ici, le QA fois QD, on multiplie ensemble deux charges positives. Fait que ce terme-là, lui, on sait qu'il est positif. Même si on inversait les charges, ben si cette charge-là était négative et elle aussi, ben la multiplication de deux charges négatives, ça donnerait quand même du positif. Fait que ce terme-là, il va rester positif. Et même raisonnement, là, quand on a calculé ce terme-là, on avait deux charges négatives. Quand on multiplie ensemble deux charges négatives, ça donne du positif. Fait que même si on inversait les signes, ça deviendrait deux charges positives et le produit des deux serait tout de même positif. Fait que vous voyez que même si on changeait les signes, ça ne changerait pas nos termes ici. Les trois termes resteraient exactement les mêmes. Donc, évidemment, ça donnerait exactement la même énergie. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que l'énergie ne changerait pas. Elle resterait exactement la même. Donc, ça, c'était pour la question 1. La question 2, c'était exactement le même système. Donc, ça le sauver du temps un petit peu. Là. Donc, même système, même charge, tout ça. Et cette fois-ci, je vous demandais de calculer. Je vous disais, si les trois particules A, B et C demeurent stables, mais que la particule D, elle se décroche, on va dire, là, du losange, puis qu'elle se met à se déplacer vers le haut. Okay? En passant, c'est ça qui arriverait, c'est ça qui se produirait dans la vraie vie, parce que, dans le fond, là, les deux particules négatives ici, il voudrait attirer la particule positive. Hein. Les particules de signe contraire, ça s'attire. C'est sûr que la particule A, elle voudrait repousser la particule D, mais comme les particules négatives, premièrement, il y en a deux au lieu d'une seule, et en plus, sont situées plus proches. Fait que les forces qui vont tirer la particule D vers le haut vont être plus fortes que les forces qui vont pousser la particule D vers le bas. Fait que bref, dans la vraie vie, elle se mettrait à se déplacer vers le haut. Okay. Donc ça, c'est typiquement là, un problème de conservation de l'énergie. Donc j'imagine que vous l'avez trouvé là, assez rapidement quand vous avez fait le problème. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on part avec l'équation de la conservation de l'énergie. On dit l'énergie finale égale l'énergie initiale plus le travail des forces non conservatives. Ce qui arrive souvent là, quand on fait des problèmes d'électricité et magnétisme, là, c'est qu'on ne considère pas le frottement de l'air. Puis, comme c'est des problèmes qui se produisent entre des particules, il n'y aura pas de frottement non plus sur des surfaces. Il n'y a personne qui va pousser ou tirer sur les particules. Il n'y aura pas de ressort, il n'y aura pas de corde. Là. Fait ici, ce qui arrive, c'est que le travail des forces non conservatives va être égal à 0. Donc, ça nous laisse seulement avec les termes d'énergie cinétique et les termes d'énergie potentielle électrique. Donc, KF plus UEF égale à KI plus UEI. Qu'on peut écrire là, un peu plus au long comme ça. L'énergie cinétique d'une particule, c'est 1/2 mv carré, et l'énergie potentielle électrique, c'est Q fois le potentiel. La charge électrique de la particule fois le potentiel. Donc ici, c'est la charge numéro... C'est la particule qui va se déplacer, c'est la particule D. Donc on pourrait même écrire que c'est la charge de la particule D. Okay. Fois le potentiel. Donc on a ça comme équation. La masse de la particule D, on la connaît. Je vous la donnais ici. Et on sait qu'au début, elle est immobile, donc sa vitesse initiale égale à 0. Donc même ça veut dire que ce terme-là ici, là, il va être égal à 0. Okay, au début, la particule était immobile, donc elle n'avait pas d'énergie cinétique initiale. Okay. Donc il nous reste juste trois termes dans notre équation. Fait que ce qu'il faut faire, en fait, je peux me tasser un petit peu. Ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est de calculer, c'est ça qui est difficile, en fait, de calculer c'est quoi le potentiel initial et le potentiel final à l'endroit où se trouve notre particule D. Donc, il faut comprendre que le point initial, c'était le point ici, donc là où la particule D se trouvait au début de sa trajectoire, donc au sommet inférieur là, du losange. Et la position finale, comme c'est expliqué ici, c'est quand elle passe par la position centrale du losange, donc quand elle va se trouver à cet endroit-là. Okay. Donc dans le fond, votre système, il y a trois particules. La A, la B et la C, ce sont ces trois particules-là qui vont produire du potentiel. Et la particule D va se promener dans ce potentiel-là tout en se déplaçant. Okay. Fait que si on veut trouver c'est quoi le potentiel qui est créé là au point initial, ben en fait on peut utiliser l'équation là de la section probablement je sais pas 2.2 là qui dit que le potentiel créé par une particule ça va être égal à K fois Q sur R. Okay. Et on va donc regarder c'est quoi le potentiel que chacune des trois particules A, B et C produit au point initial et au point final. Ça va nous permettre de calculer le potentiel initial et le potentiel final. Okay. Donc pour calculer le potentiel initial, ce qui arrive c'est que la particule B et la particule C sont situées exactement à la même distance du point initial. Fait que ça va être le même terme de potentiel. Ça va être deux fois, par exemple, le potentiel que la particule B fait au point initial. Donc deux fois cette équation-là, deux fois KQB sur D.
t, je vous rappelle, c'est la distance qu'on avait calculée ici tout à l'heure par Pythagore. C'est la distance, c'est la longueur en fait de cette ligne-là ou de cette ligne-là. Les quatre sont pareils de toute façon. Et la particule A, elle aussi, ça va faire un potentiel au point I. Donc ça va être K fois QA sur la distance D qui va être 0.3 mètres. C'est la distance qu'il y a entre la particule A et le point ici initial. Donc ça nous permettait de calculer le potentiel au point initial qui était moins 2.52 fois 10 à la 5 volts. Okay. Et on fait la même chose pour le potentiel au point final. Donc au point final, c'est ici. Encore une fois, la particule B et la particule C vont faire exactement là, chacune le même potentiel. Donc on peut juste calculer celui qui est produit par la particule B et multiplier par 2, KQB, divisé par la distance qu'il y a entre là et là, donc 5 cm. 0.05 m. Et la particule A va maintenant être rendue à 15 cm du point final. Okay, donc K fois QA sur 0.15. En additionnant ça, on trouvait le potentiel final, au point final, qui était moins 9,0 fois 10 à la 5 volts. Okay. Donc, comme on a dit tout à l'heure, là, on a juste à plugger dans cette équation-là. Là, on a tout. On a VI, on a VF, on a la charge de notre particule D, qui était 3 microcoulombs. La masse, on la connaît. On connaît tout sauf la vitesse finale. Donc, on pouvait la calculer, tout simplement. Si on ne fait pas d'erreur de calcul, là, ça donnait ça ici, 6.24 fois 10 à la 4 mètres par seconde. Donc, c'était la réponse là, à la question 2. Okay. Voilà, puis même juste par ça ici, là, on le voyait que la particule allait aller de plus en plus. On le voyait, on s'en doutait instinctivement que la particule allait comme accélérer vers le haut à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure avec les forces. Mais regardez les potentiels. Okay. Au point initial, elle avait un certain potentiel, la particule, et le potentiel qu'il y a au point final, c'est un potentiel qui est plus petit. Hein? Moins 9 fois 10 à la 5, c'est plus bas là, que moins 2.52 fois 10 à la 5. Donc, en passant du point initial au point final, la particule D, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a perdu du potentiel. Fait que si elle a perdu de l'énergie potentielle, en contrepartie, elle a gagné de l'énergie cinétique. Okay? Puis c'est pour ça que quand elle arrive ici, elle va plus vite que ce qu'elle allait au début. Au début, elle était immobile. Okay? Donc, c'était bien logique tout ça. Et finalement, la question 3. Je vais juste me déplacer un peu. Tiens, je vais me mettre peut-être ici. C'est bon. Donc la question 3, c'était, ça va avoir avec une plaque, hein, une PPUC. Donc je disais, là, vous avez une PPUC comme ça, donc une plaque plane infinie, uniformément chargée, et je donnais 2 points de potentiel. Fait que je vous disais, là, à 30 cm à droite de la PPUC, le potentiel, c'est 48 volts. Et quand vous êtes au point B, qui est à 40 cm à droite de la PPUC, le potentiel, c'est 72 volts. Okay. Première chose que je vous demandais, cette PPUC-là est-elle chargée positivement ou négativement? Ben, ce qu'on pouvait faire, tout simplement, c'est de se rappeler que les champs électriques, ils sont toujours orientés du plus gros potentiel vers les plus petits potentiels. Fait qu'ici, juste en regardant ces deux points-là, on le voyait tout de suite, parce que 72 volts, évidemment, c'est plus gros que 48 volts. Et comme le champ électrique va du plus gros potentiel vers les plus petits potentiels, on savait tout de suite que les champs électriques allaient pointer de B vers A, donc allaient pointer dans cette direction-là, la ligne que j'ai dessinée ici vers la gauche. Okay. Donc, si vous avez une plaque qui absorbe des lignes de champ, ça veut donc dire que c'est une plaque qui est chargée négativement. Hein, donc, il y a plein de signes. Ça, elle est chargée négativement. Là, j'ai dessiné quelques autres lignes de champ. Fait qu'on sait qu'une PPUC, là, ça fait des lignes de champ qui sont toujours à 90 degrés de L. Donc, ça ferait des lignes de champ là, qui vont vers la gauche. Donc, ces lignes-là, ça, c'est des lignes de champ électrique. Là. Okay. Et si on est à gauche de la PPUC, ben là, les lignes de champ ils vont être vers la droite. En fond, la PPUC, elle est comme, on va dire, au centre du schéma. Là. Elle absorbe les lignes de champ. Toutes les lignes de champ électriques vont se diriger vers la PPUC. Donc, ça ressemblerait à ça. Okay. Fait que bref, c'est une PPUC qui est chargée, donc, négativement. Question numéro B, calculer la densité surfacique de charge de la PPUC. Okay. Pour calculer la densité surfacique de charge d'une PPUC, c'est ça qu'on veut. C'est la variable sigma ici, la densité surfacique de charge en coulombs par mètre carré. Avant de calculer ça, il faudrait d'abord savoir c'est quoi le champ électrique que notre PPUC va produire. Okay. Et ça se fait aussi avec une équation de la section 2.4 okay, qui dit que delta, quand vous êtes dans un... C'est-à-dire que quand vous êtes dans un champ qui est constant, un champ électrique qui est constant, un champ électrique uniforme, ce qui est le cas d'une PPUC, hein, une PPUC, on sait que ça fait un champ qui est constant, ben, à ce moment-là, on peut dire que delta V est égal à plus ou moins E fois S parallèle. Okay? Donc, si on regarde juste qu'est-ce qui se passe entre ces deux points-là, entre le point A et le point B, donc 72 volts et 48 volts, il y a un delta V de 24 volts entre les deux, on fait juste la soustraction.
et c'est égal au module du champ électrique multiplié par le déplacement parallèle. Ben, entre le point A et le point B, il y a un déplacement qui est parallèle aux lignes de champ électrique, là, qui est un déplacement parallèle de 10 cm, donc de 0,1 m. Fait que tout avec ça, on pouvait calculer qu'on avait un champ électrique qui avait un module de 240 volts par mètre, ou 240 newtons par coulomb, si vous préférez, c'est exactement la même chose, et qui pointait donc vers la gauche, là, quand on était ici. Okay, donc là, on connaît le module du champ électrique, okay, et on sait que le module du champ électrique généré par une PPUC, c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Ça nous permettait d'isoler sigma. Okay. C'est sûr que ici, quand on isole sigma dans cette équation-là, ça nous donne seulement la valeur absolue de sigma. Okay. Mais on a trouvé au numéro A que c'est une PPUC qui était négative. Donc on sait que sa densité surfacique de charge va être négative aussi. Et quand on faisait le calcul, là, 240 volts par mètre fois 2 epsilon 0, ça donnait 4.248 fois 10 à la moins 9. On aurait pu l'arrondir à 3 chiffres significatifs et dire moins 4.25 fois 10 à la moins 9 coulombs par mètre carré. Et c'est une valeur qui est négative parce que justement notre PPUC était négative. Okay. Fait que sa densité surfacique de charge, bien évidemment, c'était négatif aussi. Okay. La question C, la question D, ça c'était vraiment plus travailler avec les voltages que vous avez là. Okay. Donc, c'est ça, quand on écrit quand on écrit du potentiel pour une PPUC, okay, ce qu'on avait dit, c'est que il n'existe pas une équation directe là, qui nous donne le potentiel généré par une PPUC à une certaine distance r, comme c'est le cas d'une particule. Par exemple, pour les particules, c'est facile parce que pour une particule, on sait que le potentiel produit par une particule, c'est égal à kQ sur r. Et fait qu'on peut juste remplacer cette équation-là. Ça nous calcule le potentiel à n'importe quel endroit. Sauf que pour une PPUC, il n'y a pas d'équation comme ça qui existe pour une PPUC. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on fait un choix arbitraire. On décide là d'un endroit arbitraire qu'on dit, OK, ça, c'est 0 volts. Et une fois qu'on a fait ça, on est capable d'aller calculer des delta V si on fait des déplacements parallèles par rapport à ce 0 volt-là. Donc, c'est ça. Fait que si je demandais de trouver à quel endroit avait-on choisi, là, justement, arbitrairement, de appeler une position qui est à 0 volt, ben on peut regarder qu'est-ce qui se passe. Hein. Ici, là, quand on s'est déplacé de 10 cm, ça nous a donné un delta V de 24 volts. Donc, si on se déplace d'un autre 10 cm, là, on serait à un point ici, qui serait à, on va dire, là, 20 cm de notre plaque. Okay. Fait que là, si on soustrait... De 72 à 48, on a soustrait 24 volts. Donc, si on se redéplace d'un autre 10 cm, on va encore soustraire un 24 volts. Donc, 48 moins 24, ça donne 24. Si on se redéplace d'un autre 10 cm, on va arriver ici, okay, à une distance de 10 cm de la plaque. Et là, on va être à 0 volt. Okay. Donc, c'est ça la réponse. C'est-à-dire que à quelle distance à droite de la PPUC a-t-on arbitrairement choisi de définir le potentiel comme étant 0 volt? Ben, c'était ici, à 10 cm à droite de la plaque, là, de la PPUC. Okay. C'est ça. Puis D, que vaut VC? Donc, que vaut le potentiel au point C? Le potentiel, là, ben, le point C est situé à 15 cm à gauche de la PPUC. Okay. Comment on peut faire ça? Ben, de toute façon, on pourrait juste continuer. Okay. Dans le fond, là, on est rendu ici, on sait qu'à 10 cm de la plaque, on est rendu à 0 volt. Si on se redéplace encore dans le même sens que le champ électrique, on va reperdre encore un autre 24 volts. Donc, la PPUC, là, dans cette convention-là, elle est à moins 24 volts. Okay. Toute la PPUC est à moins 24 volts. Et là, si on se dirige vers le point C, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on s'est déplacé de B vers A, de A à ce point-là, de A à ce point-là, on s'est déplacé dans le même sens que le champ électrique. Puis on sait que quand on se déplace, on sait que le champ électrique pointe toujours des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels. Donc c'est sûr que si vous déplacez dans le même sens que le champ électrique, vous perdez du potentiel. Okay? Sauf que rendu ici, les lignes de champ électrique s'inversent, hein, parce que c'est symétrique cette affaire-là. Donc les lignes de champ, quand on est ici, ils vont à droite. Okay, la PPUC négative, elle absorbe les lignes de champ. Fait qu'ici, on est rendu à moins 24 volts. Si on continue à se déplacer vers la gauche, là, notre potentiel, il va réaugmenter. Il va pas tomber là, à moins 48 volts. Là, il va remonter. Okay, parce qu'on commence à aller dans le sens contraire des lignes de champ. Et ben, on sait que, par exemple, on pourrait dire, si on arrive à un endroit qui est à 10 cm, okay, ben là, on va avoir remonté de 24 volts, fait que ce point-là va être à 0 volts. Si on se déplaçait d'un autre 10 cm, là, on arriverait à une distance ici qui serait à 20 cm. Puis là, on serait rendu à 24 volts. Okay. Fait que tu sais, si à 10 cm, on est à 0 volts, puis à 20 cm, on est à 24 volts, ben évidemment, à 15 cm, on est juste entre les deux, donc on serait à
plus 12 volts. Okay. Fait que ça, on le voit comme ça. J'avais pris des chiffres quand même assez simples pour que ça puisse se calculer, on va dire, mentalement. Okay. Mais sinon, vous avez ça ici. Vous savez que le champ électrique, le module du champ électrique, partout dans votre schéma, là, c'est 240 volts par mètre. Okay. Donc, si vous dites, là, ici, on est à moins 24 volts sur la plaque, puis qu'on se déplace de 15 cm, ben 15 cm c'est 0.15 mètres, 0.15 fois 240 volts par mètre, ben ça va donner 24, ça va donner comme plus 36 volts. Okay? Fait que vous partez de 24 volts, vous remontez de 36 volts, moins 24 plus 36, ça donne 12 volts. C'est une autre façon de le calculer. Okay. Mais ça se faisait bien comme ça, juste quasiment mentalement, là, vu que c'est un chiffre qui arrivait juste. Okay. Fait qu'en fait, vous voyez que le potentiel, ben, tu sais, comme les champs électriques sont, si on peut dire, là, symétriques, hein, de chaque côté de la plaque, c'est comme une symétrie miroir, gauche-droite. Okay. Ben, c'est la même chose pour les potentiels. Okay. C'est-à-dire que le point qui est à 10 cm à gauche de la plaque, ou à 10 cm à droite de la plaque, il est à 0 volts. Okay. Fait qu'en fait, là, vous demandez c'est quoi le potentiel au point C, qui est à 15 cm à gauche de la plaque. Ben, c'était comme la même question. C'est comme si je vous avais demandé c'est quoi le potentiel au point C qui est à 15 cm à droite de la plaque. Puis on voyait qu'ici c'était 0, ici c'était 24, donc nécessairement ça aurait donné 12 volts, encore une fois. C'est plein de façons différentes de trouver la bonne réponse. Fait que peu importe quelle façon vous avez utilisé dès que vous avez trouvé la bonne réponse, c'est bien correct. Okay. Donc voilà, c'était ça pour le devoir 3. Donc ben, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.